Je me suis toujours posé la question, en déambulant dans les quelques mélahs du royaume, comment une population implantée au Maroc depuis des millénaires a fait le choix de quitter son pays en masse dans un laps de temps très réduit, moins de 30 ans, abandonnant pour beaucoup d'entre eux leurs biens, leurs amis, voisins, du jour au lendemain pour un avenir incertain. La vie était-elle si dure pour les Juifs marocains ou bien l'avenir était-il plus radieux ailleurs ? Si pour beaucoup de mes compatriotes musulmans, la réponse évidente à ma question est la création de l'État d'Israël, je persiste à croire que cela ne pouvait être l'unique raison. Car comment expliquer alors que des citoyens juifs d'Europe, d'Amérique, n'aient pas fait ce choix radical de départ en masse ? Nos livres d'histoire sont toujours restés aphones à ce sujet, comme si cette communauté n'avait jamais existé ni joué un quelconque rôle dans les domaines économiques, sociaux ou culturels. Ce silence m'a toujours intrigué et me pousse aujourd'hui à en savoir plus. Toute la réalité sociale et économique du Maroc qui a changé depuis le milieu du XIXe siècle. La présence européenne va déstabiliser d'abord le Maroc. Elle va aussi déstabiliser l'économie marocaine. L'économie marocaine va de plus en plus se tourner vers le dehors, vers l'extérieur, vers les ports. Et à partir du milieu du XIXe siècle, on va commencer à avoir le départ des petits villages de l'intérieur du Maroc, de juifs, de dizaines de juifs, vers le littoral, vers les grandes villes comme Casablanca, comme Essaouira. Donc il y a déjà un départ. Et ce départ, ce n'est pas seulement une migration, c'est en fait une rupture avec une société traditionnelle, qu'il s'agisse de la société traditionnelle juive ou de la société traditionnelle musulmane marocaine. Pourquoi partir ? Alors bien sûr qu'il y a beaucoup de causes. On peut ajouter des causes religieuses, des causes idéologiques, des causes économiques. Il y a des causes économiques, il y a dans cette communauté marocaine une bonne partie de juifs qui étaient des nécessiteux dans le vrai sens du terme. Mais il y avait également une énorme raison de départ dans cette première partie, c'est-à-dire qui s'arrêta avec l'indépendance, c'était la misère. La misère, c'est que le judaïsme de l'intérieur et des basques et des quartiers populaires des Mllah, il ne mangeait plus à sa faim. J'ai quitté le Maroc en 1947, à l'âge de 10 ans, de mon père. Parce que lui, il était kabbaliste. Et son rêve essentiel était toujours le retour en Israël. C'était un rêve de 2000 ans. Et il était prêt toujours avec ses valises. Et il a attendu le Messie qu'il vienne et il nous prend à Jérusalem. Mais un jour, le Messie est arrivé. C'était le délégué de l'agence juive qui est arrivé un jour à Sefrou et s'appelait Sam Aboutboul. Et il nous a pris avec un bateau de l'Algérie, et le bateau qui s'appelait Yehuda Levi. C'était un bateau illégal. C'était une combinaison d'un rêve kabbaliste avec une réalité sioniste. Et quand les deux idées sont rencontrées, nous sommes sortis de Sefrou, au Maroc, et nous sommes arrivés ici à Jérusalem. Parmi les facteurs du départ, il y en a un qu'on ne mentionne jamais. C'est le facteur du départ des Juifs les plus traditionnalistes, les plus religieux. Or, au Maroc, on est encore dans une société très traditionnaliste. Quand on leur dit « l'État d'Israël est né », c'est comme si on leur disait, et c'est qu'on leur dit d'une certaine façon, Mashiach est là, c'est-à-dire le Messie est là, l'État d'Israël est ressuscité de ses cendres. Et ils se mettent en route précisément parce que l'idéal messianique est profond en eux. Ce judaïsme-là va se mettre en route aussi par amour pour la terre d'Israël et pas par peur uniquement. لما يكثر شي حاجه بحال هذيك تجرى حتى عندكم ماشي الماروكان هما اللي يعملوا لكم ابا يجي شي واحد اخر ما براه شي واحد يجي ويدخل الماروك بحال اللي يدخلوا الموضوعات اخرين في اوروبا
قالوا يلا هما جاوا الناس من اسرائيل باش يعبيونا. ايوا حتى واحد ما يقدرش يعطيك البوليسا باش كل شيء يكون على خير، حيت حوايج يقدروا يتقلبوا. الملاح كان عمر إلى أقصى حد، ولكن الحياة اليومية كانت مازال في الملاح. الأزقة الصغار كلها كانت كلها غير يهود. هذوك ذاك النواة المركزي كله تبنى من طرف اليهود. حيث الملاح حقيقة كان الكثافة لحياة الناس، كثافة السكان ما عمري ما شفتها في جهة أخرى، حيث يعني لي كاف والسطيحان ملأ بالناس عايشين فيها. كنت نهرب للمدينة القديمة باش نشوف هذيك الدنيا. كانوا الدراري هناك بزاف من المدينة القديمة. شي مرة كنت نمشي معاهم للديور ديالهم وما كنتش تنفهم كيف يقدروا يعيشوا في بيت وحده وما فيها لا روبيني ولا والو، فيها خابيه الماء. وشي مره بين الوالد وبين الولد اللي تيقرا معايا في السكويله كاين شي 40 عام ديال الديفيرونس. بحال الا تندوز من هذوك الستينات تندوز للستينات ديال 100 عام قبل. Dans ces années après l'indépendance, où le nouvel État devait prendre ses marques, j'étais curieux de savoir comment se passait la coexistence entre juifs et musulmans, que ça soit dans les relations de voisinage ou commerciales. Écoutons les témoignages qui vont suivre, qui résument l'état général des relations des Marocains des deux confessions. ماما كانت تعود لنا على الماروك، على الجيران اللي كانوا ساكنين بياخد، كانوا ساكنين دار وحده وكل واحد عنده بيت وكوجينه وحده، وكانوا هناك جيران حباب وواحد تيعاون الاخر واحد تيحب الاخر. ماما كانوا عندها المسلمات هادو خبيرو ديالها، كانت تعمل كل وحده تعمل له سخينه. نهار السبت نهار الجمعه هادي تجي خدوز، هادي تجي عيشه، هادي تجي زي، كل واحد يلعب بيطازين سخينه. كانوا بحال بحال خواتات. وليت الميمونه تيجيبوا لنا الخير د العلام، الخناشد القرقاع، الخناشد التمر، الحوته كبيره، الفول، الخالص، سكر. لا ماما ما كانت تبخيخ في العيد وتعمل لهم الفطور وتعبيو ويعبيهم. أزما تيجيبوا لنا ليت الميمونه. هذه هي المعيشه ديالنا مع الماروك. Moi, je vais vous parler de ce que j'ai vécu. Donc, je parle de la région où je suis né, c'est la région de Gourama, Riche, Gourama, Rachidia, Midelt, que je connais très bien, puisque les communautés juives qui existaient vivaient de la même façon dans les mêmes régions. C'est absolument la même chose. C'était des communautés amazirophones, dans lesquelles les plus riches, les notables, parlaient l'arabe, comme chez les Imazirs, et les autres, ils parlaient l'amazir. Ils priaient en hébreu qu'ils ne comprenaient pas, puisque j'ai demandé plusieurs fois, y compris dans les synagogues, qu'est-ce qu'ils disaient. Et ils disaient ce que Dieu dit, on ne sait pas ce que c'est. Et donc ils priaient de la même façon que les Mazirim, qui récitaient les sourates du Coran sans savoir le sens. Mais c'était plein pour eux d'émotions, bien sûr parce que c'était la liturgie.
كان كل شيء على خير وكنا كنشركوا معاهم كنعيشوا معاهم كنعملوا معاهم البيعه والشريه وكل شيء بلا من. إلا واحد يقول لك شي كلمه هي كلمه. Pratiquement tous les juifs commerçaient avec les arabes et ça se passait très bien. Les boîtes où travaillait mon mari, ils avançaient l'argent au fellah pour acheter les semences. Une fois qu'il avait vendu sa récolte, il remboursait. Puis l'année d'après, ça recommençait. Mais sans papier, sans rien. Les amis les plus proches de mon père, c'était des juifs. Et pendant, à l'occasion de ma circoncision, avec mes cousins, mon père a invité tous les juifs de Gourama. Et il leur a fait une fête chez nous à la maison. Ils ont bu mahia tout seuls. Ils ont dansé leur fête. Mon père leur a rendu hommage parce qu'ils étaient ses associés dans l'agriculture, ses associés dans le commerce. C'est là qu'on achetait tout. Et c'était des grands amis à mon père. C'était une vie normale. Le juif était complètement intégré à la vie marocaine. Maman me faisait porter un caftan pour la fête du trône. Donc il y avait... nous étions des juifs arabes, nous avions des coutumes communes. Pour la Mimouna, tous les voisins musulmans venaient chez nous. Tout allait bien. Le premier chef de la Misgueret au Maroc, Shlomo Yechezkeli, il envoie des rapports à ses supérieurs en Israël en leur disant « Les Juifs du Maroc sont en train de vivre un âge d'or », exactement en ces termes. Un âge d'or qui, comme il l'expliquait, aussi bien dans le domaine économique que dans le domaine social. Et surtout, dans le fait incroyable au cours duquel le gouvernement marocain a permis à presque tous les jeunes juifs qui avaient déjà un certain niveau d'instruction de s'intégrer dans l'administration marocaine, dans tous les gouvernements, et d'avoir de très hauts postes comme les postes de directeur de cabinet ou de directeur de ministère. La population musulmane, contrairement à la population de juifs, n'avait pas, disons, d'institution extra-marocaine pour s'occuper d'elle. Et c'est l'une des causes de ce déséquilibre. Alors que les Juifs, eux, ont pu profiter non seulement de l'obligeance de l'Alliance israélite, mais aussi d'autres institutions. Et donc c'est là, en fait, le principal atout de l'Alliance. C'est améliorer la condition sociale, améliorer la condition économique, on devient employé, on devient fonctionnaire, on devient aussi agriculteur grâce à l'Alliance, grâce à l'Orte, on devient aussi mécanicien, à savoir, cet enseignement moderne a permis aux Juifs d'améliorer leurs conditions sociales. Il ne faut pas oublier non plus que pour les musulmans du Maroc, l'Occident c'était d'abord un ennemi politique, donc il était hors de question. D'accord, pour les Marocains ou pour les autorités marocaines d'ouvrir leur pays à des institutions étrangères. Mais il fallait attendre en fait le protectorat pour que les Marocains musulmans puissent accéder à l'enseignement laïque, occidental, moderne, auquel les Juifs avaient accédé depuis 1860, c'est-à-dire finalement un demi-siècle avant. La clé pour la sortie de la misère, c'est l'école, c'est l'instruction, c'est l'éducation. La communauté juive marocaine, au fil des décennies, ça ne va pas se faire en 10 ans, hein, ça va se faire en 40 ans, 50 ans, 60 ans, disons sur 3 générations, va progressivement se détacher doucement de la tradition, lentement, apprendre une langue étrangère, s'émanciper doucement, s'occidentaliser. Comment expliquer, alors que toutes les conditions sont désormais réunies pour une vie meilleure, que les Juifs marocains ne se sentent pas complètement à l'aise dans leur pays ? La situation s'est peu à peu détériorée. Alors le premier facteur, c'était que les Marocains ont fait trop de zèle pour essayer de retenir la communauté juive à l'intérieur du Maroc. Ensuite, Israël aussi a fait trop de zèle pour essayer de les faire sortir du Maroc. À part cette question de passeport qui n'était pas délivré
par les autorités marocaines aux Juifs qui voulaient sortir à l'étranger, même pour du tourisme parfois, il y avait d'autres éléments qui ont envenimé la situation. Alors le problème le plus crucial, c'était en septembre 1959, quand le Maroc a décidé de rompre les relations postales et téléphoniques entre le Maroc et Israël, ce qui a causé une asphyxie de la communauté marocaine par rapport à ces contacts avec les familles juives marocaines qui étaient déjà en Israël. Si du jour au lendemain vous décidez que tous vos fonctionnaires doivent parler et écrire arabe, vous excluez automatiquement les juifs puisqu'ils ne parlent pas arabe, puisqu'ils n'écrivent pas arabe, d'accord, puisqu'ils sont francophones. Donc c'est une mesure qui les a déstabilisés, non seulement déstabilisés, mais leur a donné l'impression que c'est une mesure dirigée contre eux. La décision de la marocanisation, ou surtout de l'arabisation, a commencé au début des années 60, alors à la fin des années 60, quand il fallait introduire l'arabe dans les écoles. Or, il n'y avait pas de professeurs arabes dans les lycées. Pour les juifs qui étaient dans les écoles, c'était une mesure prise à leur encontre. D'autant plus que cette mesure, si on remet la chose dans son contexte historique, a été prise par un gouvernement de l'Istiklal. Or, l'Istiklal, qu'on le veuille ou non, était perçu par les juifs, à tort ou à raison, comme un mouvement anti-juif. Pourquoi les juifs marocains avaient une hantise du parti de l'Istiklal? Que lui reprochaient-ils alors qu'il a combattu durement pour l'indépendance du pays? Qu'a donc fait ce parti pour se mettre la population juive à dos? Le nationalisme arabe marocain, représenté en particulier par l'Istiklal, a décrété d'abord et avant tout que l'islam serait religion d'État. Comment voulez-vous qu'un juif, qui n'est pas musulman par définition, puisse se reconnaître dans un nationalisme qui met en avant la dimension religieuse? L'Istiklal ne met pas en avant la dimension marocaine, il met d'abord en avant la dimension islamique. Un juif n'a donc pas sa place. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que dans les années 1930, dans une bonne partie du monde arabe, le nationalisme arabe va se fermer, va devenir un nationalisme exclusif? La notion de nation arabe est une notion basée sur l'ethnie, sur le lignage, sur la filiation, sur le sang, et c'est une évolution qui ressemble étrangement à l'évolution d'un certain nationalisme européen de l'Europe centrale et de l'Europe germanique du XIXe siècle. Quand bien même vous seriez installé en Allemagne depuis 6 siècles ou 10 siècles et vous parleriez l'allemand mieux que Kant ou mieux que Goethe, vous ne serez jamais un Allemand aux yeux d'un nationaliste allemand. Dans le nationalisme arabe, à partir des années 30-40, les éléments non arabes de la nation, donc en particulier ici au Maroc les éléments juifs de la nation, qui sont au Maroc depuis toujours, le nationalisme arabe en se développant va exclure ces minorités non arabes. Or, ces minorités non arabes, et entre autres la minorité juive, comment se considèrent-elles au Maroc? Elles se considèrent comme marocaines. Elles ne sont rien d'autre que marocaines. Il n'y a pas de courant massif d'émigration vers la terre d'Israël, vers la terre sainte, vers la Palestine, appelons-la comme vous voulez, bref, vers l'Est. Il y a un courant d'émigration, mais marginal, très faible. Ces gens-là sont nés marocains, ils meurent marocains, ils vivent au Maroc, ils ont toujours été marocains, leur langue maternelle est l'arabe, et quand ils apprennent la Torah, à partir de l'âge de 3, 4 ans, 5 ans, dans ce qu'on appelle l'école hébraïque, le cheder, ils l'apprennent en quelle langue? Ils l'apprennent en arabe. Cette symbiose culturelle, elle a été brisée parce que le nationalisme arabe n'a pas voulu de cette minorité-là. En début janvier 61, s'est déroulée à Casablanca une conférence de la Ligue arabe avec une visite du président Nasser à Casablanca. C'est pour la première fois que des exactions anti-juives se sont déroulées au Maroc indépendant. Des exactions qu'on peut dire qu'elles n'étaient pas si graves que ça. On a malmené des enfants, on a malmené un rabbin, on a arrêté pour quelques heures des personnes qu'on a libérées plus tard. في عام 61 هناك حيت جا ناصر وجاو الناس ديالو قالوا بس الناس ديالو روعوا الدار البيضاء وفين ما كانوا تيشوفوا شي يهودي يحصلوا ولا يقولوا له علاش لابس قمزه بيضاء وسروال بلو مارين. L'arrivée de Nasser au Maroc, c'était un mouvement, un événement d'effroi pour les Juifs. Et puis Nasser, c'était aussi l'ennemi d'Israël. Et c'est cette époque
où on ne faisait pas dans la dentelle. Quand on attaquait Israël, on attaquait les Juifs. Et Nasser, les discours de Nasser, ce n'étaient pas des discours contre l'ennemi israélien, comme on peut l'entendre aujourd'hui, c'était contre l'ennemi juif, etc. Et quand ce n'était pas Nasser, c'était les journaux de l'opposition marocaine, qu'il s'agit de l'Istiklal, l'Alam et d'autres. Mais ça prend des proportions, les réactions prennent des proportions absolument démesurées, parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis la création de l'État d'Israël, il y avait une sorte de préparation psychologique des Juifs, et surtout des Juifs en terre d'islam, sur laquelle la vie en terre d'islam était devenue impossible. Alors que dans la réalité des faits, quand on analyse la situation réelle, on peut dire que jamais la situation des Juifs sur le plan économique n'a été meilleure que depuis l'indépendance du Maroc, que jamais le nombre de Juifs terminant des études supérieures et secondaires n'a été aussi important que depuis l'indépendance. D'accord ? Donc vous avez la réalité concrète et objective, mais face à cela, il y avait une autre réalité. Les autorités israéliennes ont décidé de créer un réseau pour l'autodéfense des Juifs du Maroc, pour se défendre contre un soi-disant pogrom qui allait arriver. Et alors on s'est adressé au Mossad, et le Mossad a créé une certaine branche qu'on a appelée la Misgeret, qui devait s'occuper de cette autodéfense. À un certain moment, il s'avère que quand les émissaires israéliens sont arrivés au Maroc, après un bout de temps, ils se sont dit « on n'a rien à faire dans ce domaine. Les Juifs du Maroc n'encourent aucun danger ». Et donc, on a transformé le but de ce réseau de la Misgeret, au lieu de s'occuper d'autodéfense, ils ont commencé à s'occuper petit à petit, un peu plus tard, de l'émigration clandestine de familles juives qui voulaient quitter le Maroc. راجلي مشى تيخدم في فابريكا كبيرة أمريكاي إنجليز الفرنسيس كلها كانت فابريكا كبيرة تيخدم تما كل نهار في الخدمة ما يجي حتى تشبع اللي يجي جاو شي ناس من إسرائيل وجاو لعندو قالوا له نتوما الناس تجي نتوما باقيين صغار ماشي عارفين وعندكم الراس هذا بس جي حب يمشي للبلاد نصافدوه جي ما حبش يمشي بقى هنا قال لهم واخا. في السكوله ديالي هذيك السكوله ديال اليهود في عام 61 62 بداو يغبروا من السكوله بزاف الدراري وبديت نشول فين بديت نشول راسي وبديت نفهم بس هما مشاو لإسرائيل وبديت نشوف قدام هذوك لي كارتي ديال اليهود تنشوف السناطق بزاف السناطق كبار تيكونوا خاويين وتيكونوا عاود يعمروا وعاود يغبروا والناس تيغبروا معاهم. En adhérant à la Ligue arabe et en adoptant les résolutions phares de ce mouvement, telles que l'interdiction de toute correspondance postale avec Israël, l'arabisation de l'administration, la difficulté d'obtention de titres de voyage, les Marocains de confession juive sentaient que toutes ces nouvelles mesures prises par le Maroc étaient involontairement dirigées contre eux et ne leur laissaient pas envisager l'avenir avec sérénité. Beaucoup d'entre eux, persuadés que désormais leur avenir ne pouvait être assuré, eurent recours au service d'immigration clandestine de la Misgeret pour les sortir du pays, parfois au péril de leur vie. Dans toute cette période de 1955 à 1961 s'est déroulée une émigration clandestine. Mais parallèlement, les Israéliens, selon les rapports que j'ai trouvés dans les archives, cherchaient à organiser une opération spectaculaire pour contraindre les autorités marocaines à laisser partir les Juifs. Et cette opération spectaculaire s'est malheureusement produite dans le naufrage du Pisces. On est là devant le monument qui a été érigé pour le bateau Égoz en hébreu et Pisces en latin, qui a coulé dans la Méditerranée en prenant des immigrants du Maroc vers les côtes de Gibraltar. Et c'est arrivé le 10 janvier 1961. C'est là que,
a été su et connu l'histoire des gens qui ont travaillé au Maroc depuis les années 55, pendant plus de 6 ans, pour aider des Juifs qui voulaient quitter le Maroc clandestinement vers Israël. Ce n'est pas le naufrage qui a causé l'accord des Marocains à laisser partir les Juifs du Maroc. De mi-avril 1960 jusqu'à la fin août 1960, on avait pratiquement terminé les pourparlers, comment devait se produire ce départ collectif grâce à des passeports collectifs. Grâce à la mission de Ben Salem Gessous à Jérusalem qui a rencontré Golda Meir, et grâce à une rencontre entre Alexandre Easterman du Congrès juif mondial et le roi Hassan II, les pourparlers ont commencé pour une indemnisation des autorités marocaines pour le départ des Juifs. Et en août 1960, déjà, cet accord était pratiquement conclu. À partir du 28 novembre 1961, ont commencé les départs collectifs des Juifs du Maroc. Vous comprenez que pour faire sortir la masse des Juifs marocains qui habitaient les petits villages du sud marocain, qu'il fallait évacuer, parce que ce n'est pas des départs, c'est une évacuation en quelque sorte, pour les faire sortir de leur village, les emmener vers Casablanca, de Casablanca à Marseille, il fallait un organisme qui s'occupe de ces départs. Et Hassan II a demandé que ça soit fait par un organisme humanitaire et on a choisi le Hayas. Cet organisme de l'Hayas, il chapeautait cette opération qu'on a appelée en Israël l'opération Yachin. La majorité de ces gens-là n'étaient pas demandeurs de départ. Seule une minorité, vous voulez, sur ce départ-là. Mais il était impossible, impensable, d'évacuer une partie et laisser l'autre. Il fallait évacuer l'ensemble du village. On avait un précédent, c'est ce qui se passait en Irak et au Yémen. Là, on a procédé à évacuation collective. La même chose, on voulait l'appliquer au Maroc, c'est-à-dire que tous nos villages, tous, devaient partir ensemble. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Ça veut dire que tel soir, des autocars arrivaient, prenaient tout le monde vers Casablanca, et de Casablanca au port de Casablanca, et on faisait tout partir. Alors cette cour, elle pourrait devenir un monument historique qui parlerait de la cohabitation. Pourquoi? Parce qu'il y avait des juifs et des musulmans qui habitaient ici. Il y avait des juifs et des musulmans qui habitaient comme au 27, comme au 39. En fait, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de porte d'entrée, puisqu'on communiquait entre nous, on discutait entre nous d'étage à étage. C'était extraordinaire, c'était une communication fusionnelle. Plus les mois passaient, plus les années passaient, et moins on entendait de bruit d'enfants juifs. Et ça, c'est extraordinaire, parce que même nous qui les voyions partir, on restait, on se disait, on doit y croire, on doit y croire. La défaite de 1948 n'a jamais été digérée ni par la population, ni par les dirigeants arabes. Tout le monde attendait avec fébrilité et impatience la bonne fenêtre de tir pour écraser Israël. Fort de sa victoire de 1956, où il put récupérer l'exploitation exclusive du canal de Suez et battre les forces françaises et anglaises, Nasser fut auréolé comme le nouvel homme fort de la nation arabe, capable de leur rendre leur fierté et les débarrasser de toute incursion colonialiste. Le président Nasser n'eut aucun mal à convaincre les pays arabes d'unir toutes leurs forces militaires pour écraser l'ennemi sioniste.
L'intimidation et les menaces de plus en plus aiguës pouvaient alors commencer. Le pouvoir a pu contenir l'information sur ce qui se passait au Moyen-Orient jusqu'à le 15, le 16 mai. Et même dans ses interventions à l'occasion de la fête de l'armée et de la police, le roi n'avait pas fait allusion à ce qui se passait au Moyen-Orient. Ce n'est qu'à partir du 16, 17, 18 mai que la presse marocaine a commencé à parler de la situation grave au Moyen-Orient. Et on voyait monter une certaine tension. On était libre, on était heureux, quand soudain est arrivée cette guerre des 6 jours. Et là, tout a basculé. Toutes les âmes s'écroulaient les unes après les autres. Toutes les familles se déchiraient les unes après les autres. La rumeur allait en grandissant. Et c'est une sensation de panique terrible, parce qu'on se dit qui va céder à la panique et qui va partir. 67 بسد القهوة سي عسرية والقهوة كانت مسدودة حيت قالوا له لا بوليس خير تشد القهوة ما كاين ما يتعمل وجلسنا في الدار وبا صايبنا لطنجة نريحوا شوية هناك بحال إلا طنجة ماشي في المغرب ما فهمتش بحق مشينا للفاكوس. L'État marocain avait déployé un effort considérable pour sécuriser ce qui restait des Mellahs, pour assurer la sécurité des Juifs. Et contrairement à ce qui se passait en Libye, en Tunisie, il n'y avait pas de débordement. Il y avait 2 assassinats à Meknès, c'est tout. Et c'était un miracle. Mais les choses auraient pu tourner au drame. Les discours encore entendus en 1967 étaient des discours qu'on entendait depuis toujours, à savoir que la vision du conflit israélo-arabe, c'est d'abord une vision religieuse du conflit israélo-arabe. En étant une vision religieuse, donc les Juifs faisaient partie de l'ennemi, d'une certaine manière. Cette guerre aussi, à ce titre particulier, elle a été présentée par Nasser comme une guerre d'extermination, comme une guerre de liquidation de l'État juif. Donc ce n'est pas un conflit frontalier, un petit conflit, n'est-ce pas? C'était une guerre de liquidation. Et il faudrait ajouter aussi la réaction de la société marocaine. La réaction de la société qui a commencé à boycotter. Là, il y a eu une multitude d'incidents. Des incendies de magasins juifs, des juifs forcés à quitter leur travail, etc. Et puis il y a eu la guerre de 67. Quelques éléments qui n'ont rien compris à l'époque du parti de l'Istiqlal ont commencé à les traiter de traîtres, de non-musulmans. Et là, effectivement, la variable musulmane excluante commençait à s'introduire. Ils ne sont pas musulmans, donc ils sont des étrangers. Vous savez qu'à un moment donné, on avait dit que les armées arabes conjuguées avaient gagné la bataille. Le lendemain, ils ont su que ce n'était pas vrai. Mais nous, on écoutait tout le monde. Tout le monde écoutait la radio. On savait que ce n'était pas vrai, que les Juifs ont avancé énormément. Et donc, pendant la guerre de 6 jours, on a senti vraiment, pour une fois, que c'est la peur des Juifs, la frayeur des Juifs était justifiée d'une certaine manière parce que la population a considéré qu'elle était du côté du monde arabe. الحاجة السبيسيال دي كنا نشدو السرازم كلهم نسمعوا الراديو ديال إسرائيل. هذيك في 8 الليل كانوا لي زانفورماسيون بالراديو ديال إسرائيل بالفرنسيس وإلا حبيتي تعرف شكون هما اليهود ديال الدار البيضاء تشوف السرازم ديالهم مسدودين هي صافي تيسمعوا لا راديو ديال إسرائيل. كانوا تيسمعوا حيت تيقولوا لا راديو ديال إسرائيل تقول الحق ولا راديو ديال مصر وديال الاخرين ما تيعطيوش الحق سي تو. Je vais vous dire une chose. J'étais enceinte de ma fille. Eh bien, je rasais les murs. Et je baissais les yeux, je ne regardais jamais les gens en face.
Je passais, pour ne pas provoquer quelque chose. Peu à peu, et commençait à s'installer cette espèce de boycott des Juifs. Tu vois, enfin, c'est même pas personne n'a lancé le mot d'ordre, sauf que certains ont voulu le récupérer après. Et là, j'ai vu pas mal de gens qui disaient « Allez, si tardons les heux, on a redoublé. » Les syndicats, les mouvements politiques avaient pris des positions très importantes à l'égard des Juifs qui travaillaient et dans les administrations et dans le privé d'ailleurs. Dans le privé, un certain nombre de commerçants avaient de gros problèmes, avaient été bien boycottés. Et pour ce qui nous concernait, nous autres, les gens qui travaillaient dans les administrations, nous avons eu un type de boycott qui était totalement différent, qui était très particulier. En fait, le boycott a été une grève du zèle. Les gens, les services ne nous parlaient plus. On nous a coupé nos communications téléphoniques. Nous n'avions plus de téléphone joint au standard. Les gens qui travaillaient avec nous ne nous parlaient plus. Nous ne recevions plus nos courriers. Donc, si vous voulez, quelqu'un comme moi qui était responsable d'un service, je me suis retrouvée complètement arrêtée, stoppée, démunie, bloquée. Mon patron, le chef de mon département, était un monsieur qui était un syndicaliste du bureau politique, du syndicat, s'il existe le bureau politique, qui un jour me convoque et me dit que si je voulais, ce serait bien que je parte en vacances. Et je réponds que je ne peux pas. J'avais pris une position intellectuelle qui est de dire je ne lâche pas, quoi. Et je lui dis que non, je ne pouvais pas partir, mais que s'il voulait, il pourrait me licencier, il n'y avait pas de problème. Et il me répond, il n'y a pas question que je vous licencie. Maintenant, Madame Benchemoul, si quelqu'un vous manque de respect, vous venez me le dire et je lui casse la gueule, moi. C'est magnifique. C'était ce même monsieur, mais je suis sûre qu'il était absolument sincère quand il me disait ça. Mais le soir, quand il rentrait à l'UMT, les mots d'ordre de boycott à l'égard des gens qui travaillaient dans l'administration, dont moi, il y en était. C'est ça, c'est cette espèce de contradiction qu'il peut y avoir, qui était très étonnante et qui est intéressante. D'un côté, je donne des mots d'ordre pour qu'elle s'en aille, et de l'autre côté, si quelqu'un lui manque de respect, j'irai lui casser la gueule. J'ai appris la capitulation de Nasser à l'UMT de Tétouan. Et les mecs, ils m'ont demandé de les consoler. Tu vois ce que je veux dire à peu près, quoi. C'est-à-dire, bon, il fallait politiquement consoler les gens. Et c'est vrai aussi qu'il y avait un danger. Il y a eu même des débuts de manifs, etc. Je suis monté voir les camarades du parti en banlieue. Et quand je reviens, il y avait à minuit et quelques, dans cette ambiance, je suis juif, je suis en voiture, il y a des flics je fais semblant de ne pas les voir, parce que si je m'arrête, qu'est-ce qu'il fait un juif dans une banlieue de Tétouan, le soir du 6? Tu peux répondre, toi, à ça? Moi, je ne peux pas. Le mot trahi n'est pas bon. On ne s'est pas senti trahi. Les gens ont été traumatisés. Mais derrière, dans leur presque inconscient collectif, si je peux m'exprimer, ils n'ont pas été étonnés. Parce que le traumatisme des Arabes a été tel en juin 67, ils ont pris un coup de poing dans la gueule. Il y a la réaction normale de dépit du peuple et de colère. Et puis il y a ceux qui ont voulu en profiter aussi. Ça, c'est vrai. Et au bout de 3 mois, évidemment, la moitié des Juifs étaient partis. Je sais qu'il y avait des mots d'ordre. Je sais que, par exemple, vous avez eu beaucoup de commerçants juifs qui ont quitté le Maroc après cette période-là, à ce moment-là. Les gens se sont sentis insécures. Je vous avoue que moi, je ne me suis jamais sentie insécure. Même à l'époque où j'étais un petit peu malmenée à l'OCE, je ne me suis pas sentie insécure. Mes amis arabes de toujours sont restés mes amis arabes
de toujours. Les relations sont restées les mêmes. كانوا 3 شهور دي ما عرفتش فين لافونيغ ديالي من نور الكيرا ديال هذيك الحرب ديال 6 ايام واللي زرا في المغرب وشفت والديا تا هما ما عرفوش لافونيغ ديالي ديما شفته في المغرب ديما شفته في المغرب كان عندي 15 عام ونص وحبت نكون فحال صواحبي دي خرجوا من المغرب وفحال الا تخلعت نبقى بوحدي انا في السخويله. Mon père me disait, ils sont allés dormir, ils ne se sont pas réveillés ici. Le lendemain, ils sont partis. Et la nuit, ils ont contacté leurs amis, je te vends telle boutique, je te vends ça, je te donne ça, etc. Ils ont été dans un état lamentable. Ils ne pouvaient ni partir ni rester. C'est ça le drame. Parce que même ceux qui voulaient rester là-bas, ils ne pouvaient pas. Il n'y avait pas de rabbin, il n'y avait pas de communauté. Mais revenir à Gourama, c'est fini ça. Ou à Qsar Souk, ou à Midelt, ou à Boudnib, ou à Erfoud, ou à Debdou, ou à Wazan, c'est fini. C'est fini. Parce qu'ils étaient dans un contexte où ils étaient liés à des commerces, à une communauté. Et j'ai toujours dit, moi je suis dans une région où on a un culte pour les abeilles. C'est comme les abeilles, on enlève la reine, la ruche se disperse. Ce sont des gens qui étaient ancrés dans un territoire. Mais à partir du moment où on leur dit, vous n'êtes pas chez vous, eux même les leurs leur disent que vous allez partir pour aller chez vous, finalement, ce que la Torah a promis, enfin, on va le réaliser. Mais ils étaient déstabilisés. Et d'autant plus déstabilisés, c'est le deuxième élément, que les plus riches partent. Et troisième élément, pour Gourama par exemple, quand les pauvres ne peuvent pas partir, ils sont là, on enlève le rabbin. Et je me souviens, ça je l'ai vécu. J'arrive au mois de juillet et j'ai dit à mon père, un tel, la maison est fermée, oui, ils sont partis mon fils, et les autres vont partir. Il m'a dit pourquoi. J'ai dit pourquoi. Il m'a dit parce que le rabbin est parti. À partir du moment où il n'y a plus de rabbin, il n'y a plus de Shabbat, il n'y a plus de kasher, il n'y a plus. Il y avait des villages où on n'arrivait plus à faire de la viande kasher, parce qu'il n'y avait pas assez de clients. Donc, petit à petit, des gens sont devenus demandeurs de départ, parce qu'il fallait aller retrouver les siens, les enfants, l'oncle, le cousin. Ils étaient chagrinés que nous partions. Et ils nous le formulaient. Bon, il y avait des fanatiques, mais aujourd'hui, le monde est plein de fanatiques. Moi, je parle de nos voisins, des commerçants du quartier, des gens qui étaient avec moi à l'école. Il n'y a pas eu de changement en disant, ah bah alors écoute, maintenant que la guerre des 6 jours a été gagnée par les Juifs, tu n'es plus la même. C'est pas vrai. Il suffisait qu'il y ait une petite baston au marché pour que tout le monde en parle, parce que le marchand musulman lui aurait débordé verbalement en lui disant, écoute, va en Israël, ou une connerie pareille. Et cette personne qui avait subi cette violence verbale le répétait à toute la communauté. Et donc, toute la communauté faisait comme Hare Krishna. Ils essayaient de se convaincre qu'il valait mieux partir. Il s'est constitué une situation très spéciale. C'est ce qu'on pourrait appeler les départs à cause de la psychose des départs. Les premières familles ayant déjà quitté, elles ont laissé des maisons vides, des appartements vides, des commerces vides, ou des commerces qui ont été déjà vendus à des musulmans. Et les autres qui sont restés encore sur place, voyant que les familles précédentes étaient déjà parties, elles se demandaient qu'est-ce que j'ai à rester encore ici. La défaite de 1967 a poussé plusieurs Marocains juifs à quitter définitivement le Maroc. Outrés d'être montrés par la presse et les politiques comme des sionistes ennemis de la nation arabe. Beaucoup, pour une proximité linguistique et culturelle, choisirent la France. Qu'ils habitent les beaux quartiers des grandes villes françaises ou les banlieues périphériques, tous gardent une nostalgie et un attachement profond de leur pays d'origine. La colère de l'avoir quitté souvent d'un coup de tête, à la froideur des rapports humains et du thermomètre, chacun oppose un peu de chaleur humaine afin de l'aider à se remémorer la vie d'antan, qui, dans des clubs communautaires ou dans des souks, où les senteurs du pays les transportent le temps d'un court instant dans leurs souvenirs.
Avant cela, d'autres Marocains juifs n'ont pas eu le choix de leur départ. Beaucoup atterrirent en Israël, pensant y trouver un avenir meilleur pour eux et pour leurs enfants. Loin des craintes fantasmées entendues ici ou là et véhiculées par des proches apeurés ou par une certaine presse ou politique déchaînée le temps d'une poussée d'urticaire passagère. Ashdod, c'est une ville qui a été créée par 22 familles marocaines. Et M. Shaoul Ben Simchon, il a été le premier à s'occuper d'eux. Ashdod a été créé en 1956 et on les a amenés ici avec le sable, le ciel et la mer, rien du tout, et quelques baraques. Il y avait une politique gouvernementale de disperser la population. Si vous voulez coloniser le pays, surtout les endroits où il n'y avait personne. Et Ashdod était un endroit vide. Et la plupart étaient des personnes qui sont venues des classes, disons, modestes. Alors que l'Amérique avait donné ces maisons, c'était de toutes petites maisons de 45-48 mètres carrés. Un grand salon, une pièce. Alors les filles, ils dormaient dans le salon et nous, on dormait dans la pièce. Une pièce et un salon. Alors qu'à Casablanca, nous avions une très grande maison avec terrasse et avec... Comme les conditions étaient mauvaises et les gens ne recevaient pas exactement ce qu'on leur avait promis, mais il fallait payer le voyage qu'on nous avait dit que c'était gratuit. Nous avons payé jusqu'au dernier centime du voyage. Les gens ne voulaient que... Comment quitter l'endroit. Il n'y avait ni autobus, ni taxi, ni aucun moyen de transport pour quitter l'endroit. Ils voulaient à tout prix partir. Une grande partie, je ne peux pas dire tout le monde, une grande partie des émigrants marocains n'avaient pas de métier industriel. Une grande partie. La plupart, c'était des tailleurs, des coiffeurs, des commerçants, etc. Mais pour faire des travaux d'usine, de travaux, ils n'avaient pas l'expérience. Il a fallu créer, si vous voulez, un emploi artificiel pour les occuper, pour ne pas que les nouveaux émigrants arrivés à l'endroit soient occupés. Alors, je me rappelle, dans le temps, ils prenaient des herbes d'un kibbutz pas loin d'Ashdod et on amenait ces herbes pour couvrir, ou des tranches d'arbres pour couvrir le sable. Il fallait leur apprendre des métiers qu'ils ne savaient pas et qui n'ont jamais pratiqué dans leur vie, ni eux, ni leurs enfants. Il fallait faire un recyclage permanent. كنا الكوميونيتي الكبيرة في إسرائيل في ذوك الأيام. كانوا الأيام في إسرائيل ما تقولش أنت ماروكي. محيتي لا تقول أنت ماروكي يعملوك في اللور. ما يصبروكش الخدمة مزيانة. إلا كنت أنت ماروكي ما تدوش لك في السكات ديك الحاجة اللي حبتي. الناس اللي جاوا الماروكان ما يقدروش يسيبوا الخدمة. ما يقدروش يطلعوا للفوق. عصروه باش هما ماشي ماروكان هما اشكنازي. اللي كانوا اشكنازيين كانوا يعطيو لهم الخدمة. Alors, ils ont même fait sortir une chanson de... Je suis allée à la Lishkat Aboda, ils m'ont demandé qui tu es. Et j'ai dit que je suis marocain, ils m'ont dit sortez s'il vous plaît. Et quand je lui ai dit que je suis roumain, ils m'ont dit rentrez s'il vous plaît. Alarti Lishkat Aboda, Amarli מאיפה אתה, אמרתי לו מרומניה, תיכנס בבקשה. הלכתי לשכת עבודה, אמר לי מאיפה אתה, אמרתי לו ממרוקו, החוצה בבקשה. يا كسر حي زريت وسرير حتى سيما عزيت فيك يا كسر حي زريت الشرير حتى سيما عزيت فيك أسيت
وعانس وداويت أسيت وعانس وداويت استرسيت الله يسافيك وصحي واليوم تدير ونبالي بيا ولا بيك وصحي واليوم تدير ونبالي بيا ولا بيك أنا سريت بزاف العامات بحال الا كان انتردي تسمع شي حاجه مغربيه ولا الا حبيتي تسمع موسيقى بحال هذه خصك تسمعها بالسكيت عندك في الدار. الا تسمعها في برا غادي يقول هذا ما حبش يجلس هنا. Ces familles juives qui étaient restées encore au Maroc à l'époque de cette évacuation recevaient des dizaines de lettres de leurs proches qui étaient déjà arrivés en Israël, leur disant surtout ne venez pas. La situation est très difficile en Israël, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de logement, il y a de la discrimination, on est dans un état très dur, restez plutôt au Maroc. Alors le choix entre une très mauvaise situation culturelle, économique, sociale en Israël et un grand point d'interrogation quant à l'avenir du Maroc, on a préféré venir en Israël. C'est très complexe parce que les gens veulent une histoire en blanc et noir. Ils veulent soit de la haine, soit de l'amour. Que ces gens-là, que ces juifs marocains regrettent un univers dans lequel ils étaient intégrés, qui était le leur, qui était leur monde, leur culture, leur musique, leur cuisine. Enfin, combien de juifs marocains ai-je connu, moi, qui écoutaient les larmes aux yeux, n'importe quelle musique arabe venue du Maroc, que ce soit une musique arabe musulmane ou une musique arabo-juive, peu importe. Donc qu'il y ait le regret d'un certain monde disparu, c'est indéniable. Ça fait partie de la nostalgie classique d'une civilisation disparue dont ils étaient proches et dont ils ont été progressivement exclus. Ils sont restés toute leur vie des exilés, sur le fond. Bon, je pourrais donner des exemples très proches. Ne serait-ce que celui de mon père, par exemple, juif marocain, qui adorait venir à Belleville. Pourquoi ? Pour entrer chez les commerçants arabes et avoir le plaisir de parler arabe avec eux. Parce que c'était sa langue maternelle, tout simplement. La grande majorité de juifs marocains sont allés en Israël. 80%. Une minorité est allée en France et ensuite souvent au Canada. Il y a un deuxième facteur qui a joué dans la nostalgie, c'est que le temps du Maroc, c'est aussi le temps de leur jeunesse. Et on regrette en général sa jeunesse. Mais il y a un troisième facteur qui a joué. C'est qu'arrivés en Israël, ils se sont heurtés à une intégration ratée. Une chose est sûre, c'est que ces juifs marocains, traditionnalistes, de niveau culturel aux yeux de l'Occident très bas, qui ne savaient pas le français pour beaucoup d'entre eux, qui vivaient dans des conditions de grande pauvreté au Maroc, ont été accueillis dans un monde israélien en 1949, 50 ou 52 d'origine ashkénaze, européenne, avec condescendance, avec un certain mépris, et on peut même le dire de la part d'un certain nombre d'ashkénazes, avec un regard raciste sur le fond. Ces juifs marocains ont été méprisés dans leur essence de juifs marocains. Ils ont été niés dans leur essence juifs marocains. Pour un grand nombre d'ashkénazes d'Israël, les juifs marocains n'avaient pas de culture. C'était des primitifs. On les appelait maroco-sakines, c'est-à-dire les Marocains au couteau, autrement dit des délinquants. C'est vrai qu'il y avait un fort taux de délinquance parmi les juifs marocains, parce qu'il y avait un fort taux de misère et de pauvreté, de non-intégration. Dans les villes de développement, on les avait envoyés dans le sud, entre autres, ou dans l'extrême nord du pays, à la frontière libanaise par exemple, ou à la frontière égyptienne dans le sud. Bon. Ça, c'est indéniable qu'il y avait un fort taux de criminalité. Une criminalité qui s'explique aussi par la misère et l'absence d'intégration. Et donc, du coup, l'image du Marocain, plus que l'image de n'importe quel autre juif de pays arabes d'ailleurs, en Israël, a été une image très dégradée pendant des décennies et des décennies. Ces juifs marocains, comment voulez-vous qu'ils n'idéalisent pas ce temps du Maroc et ce lieu qu'était le Maroc, un lieu où malgré tout, ils étaient reconnus dans leur identité de juifs marocains, par rapport à un monde ashkénaze qui leur est non seulement étranger, mais qui les regarde de très haut, avec condescendance et franchement mépris. ضيعت شبابي وفرقت حبابي أوعدي على وحيدة كل نهار محنة جديدة بالليل يا صحابي. Et aujourd'hui, qu'en est-il de la situation de ces Marocains juifs émigrés en Israël ?
Si les villes dortoirs existent toujours avec leur lot de misère, loin des zones économiques dynamiques du pays, des Israéliens de 2e et 3e génération essayent de faire connaître les spécificités de la culture marocaine de leurs parents à travers la cuisine, les arts et notamment la musique, afin de changer le regard hautain d'une société israélienne cosmopolite qui avait du mal à leur offrir jusque-là toute leur place dans la société. Qu'en est-il aujourd'hui des Marocains de confession juive au Maroc ? Réduite à une communauté de près de 5000 âmes, les Marocains juifs vivent principalement à Casablanca et dans certaines grandes villes du royaume. L'État marocain a continué à déléguer, même après l'indépendance, une partie importante de ses prérogatives aux organismes juifs en termes d'éducation, ainsi que tout ce qui touche aux sphères sportives et socioculturelles. Lors de la révision de sa constitution en 2011, le Maroc a reconnu pour la première fois de son histoire l'héritage juif dans le socle commun des Marocains. Aujourd'hui, et grâce au dynamisme de la société civile et d'associations, le Maroc prend conscience de l'importance à préserver une partie de son héritage. L'inauguration par le Premier ministre de la synagogue Slat el-Fassihin à Fès, après sa restauration, en est un parfait exemple. Dans un autre registre, le musée du judaïsme marocain apporte la connaissance sur la vie sociale, culturelle et spirituelle de la population juive marocaine à travers les siècles passés. Il comble les lacunes de nos livres d'histoire qui n'ont pas intégré ce volet dans l'apprentissage des jeunes Marocains. Ces monuments et institutions sont autant de lieux de souvenirs et de mémoire pour tous. Ils attirent aussi un grand nombre de touristes marocains à travers le monde, venant se recueillir sur leurs morts ou se remémorer en famille les lieux de leur enfance. اش من عيشات حلالو قولوا لي قولوا لي قولوا لي اش من عيشات حلالو اللي فرق غزالو اللي مغروم وفاني بالليل ما يبات شهاني علم بيه الوحداني يا ناسي عمدالو قولوا لي قولوا لي قولوا لي اللي فرق غزالو اش من عيشات حلالو قولوا لي قولوا لي قولوا لي اش من عيشات حلالو اللي فرق غزالو اللي يعشق المسكين عقله تالف معزين مرة زاهي ومرة حزين ما عرف كيف جرالو قولوا لي قولوا لي قولوا لي اللي فرق غزالو اش من عيشات حلالو قولوا لي قولوا لي قولوا لي اش من عيشات حلالو